Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Linda, une Française expatriée à Dubaï depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Je vous partage sur ma chaîne des petits morceaux de mon quotidien ici, que ça soit donc la ville en elle-même, le mode de vie, le lifestyle, mais aussi des petits bouts de mon quotidien, des choses un peu plus personnelles, comme le sujet d'aujourd'hui, la maternité. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai déjà posté une vidéo sur ce sujet concernant mon premier trimestre. Je vous invite à aller la regarder, je vais vous la mettre quelque part par ici dans le petit i. Et sinon, aujourd'hui, on va attaquer le sujet du deuxième trimestre. D'ailleurs, je m'excuse par avance, je suis, comme vous pouvez le constater, super essoufflée. C'est tout à fait normal, mais voilà, si je suis tout le temps haletante comme ça dans cette vidéo, désolée, je sais, ça peut être désagréable à entendre, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Le premier trimestre, pour beaucoup d'entre nous, est juste atroce. Le mien a été atroce, chaotique. Je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, le deuxième trimestre, généralement, c'est un trimestre où on est beaucoup plus cool, où on reprend des forces, où on a de l'énergie, où on peut s'attaquer au shopping, à la nurserie et à tout ce qui s'ensuit, et où on n'a pas normalement beaucoup de bobos. Du moins, c'était ce qui s'était passé pour ma première grossesse, parce que oui, si vous ne le savez pas, je suis déjà maman d'une petite fille qui a maintenant 2 ans et demi. Donc la grossesse, je connais, mais chaque grossesse étant différente, celle-ci m'a réservé, on va dire, quelques surprises et quelques mauvaises surprises. Donc concernant les symptômes que j'ai pu rencontrer lors de ce deuxième trimestre, j'en ai découvert un particulièrement désagréable, et je ne souhaite à personne, mais je suppose que beaucoup d'entre vous, malheureusement, passent par là, les dents. Donc on m'avait déjà parlé des gencives qui pouvaient être sensibles, qui pouvaient être saignées, enfin vous voyez ce genre de choses. Bon, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Je me suis dit bon, au pire j'aurai des saignements, j'aurai les dents peut-être un peu sensibles ou les gencives sensibles et puis voilà, ça va passer. Mais personne, je dis bien personne, ne m'avait préparé et ne m'avait dit qu'on pouvait littéralement avoir des rages de dents et des rages de dents qui peuvent durer sur plusieurs jours. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je vous laisse imaginer. C'était horrible. J'ai eu 2 épisodes. Le premier épisode, au bout de 4 jours de douleurs intenses, j'ai fini par me rendre à l'évidence et aller voir un dentiste qui malheureusement n'a pu strictement rien faire pour moi. Il m'a regardé sous toutes les coutures, m'a dit je suis désolée, il n'y a pas de traces d'inflammation, il n'y a pas de carie, il n'y a pas de problème de visible, ça doit être les hormones. Ben oui, ben c'est les hormones effectivement, mais ça a été atroce. Quand je vous parle d'une rage de dents, c'est une rage de dents. Si vous en avez déjà eu, vous voyez très bien de ce dont il s'agit. Et moi j'avais littéralement tout le côté droit, mais endolori et paralysé, et la douleur me prenait littéralement de la tempe jusqu'à la naissance de la gorge. Et je n'en dormais pas la nuit, il y avait même des moments où je voulais en pleurer, c'était terrible. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du Sensodyne, donc voilà, sous forme de dentifrice et de bain de bouche. Et j'ai fait ça parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour apaiser, et puis au bout de 4-5 jours, ça a fini par passer. Je pensais que j'étais débarrassée du problème, mais malheureusement, 3 semaines plus tard, j'ai également eu un deuxième épisode, assez coriace également, mais qui a duré un petit peu moins, qui a duré 2 jours, peut-être 3 maximum. Et pareil, c'est passé avec du Sensodyne. Donc les filles, si vous êtes dans la même situation que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites des stocks de Sensodyne et de bain de bouche, parce que c'est sûrement la seule chose qui pourra vous sauver alors. Autre symptôme également, bah forcément, des petites choses un peu désagréables, mais bon, qui sont moins embêtantes, on va dire. Le retour des fameuses brûlures d'estomac. Donc je les avais eues pour ma première et je me suis dit je vais passer entre les mailles du filet, j'étais à peu près tranquille. Mais vers la fin du deuxième trimestre, malheureusement, j'ai pas pu échapper et elles sont de retour. Et là en ce moment, je suis donc au début de mon 3e trimestre et je suis en plein dedans et c'est gaviscon, gaviscon, gaviscon. J'aime pas spécialement prendre des médicaments ou des soins spécifiques voilà, pendant la grossesse. J'essaye vraiment d'éviter d'absorber tout ce qui peut être chimique et autres. Mais là, je vous assure, j'ai vraiment pas le choix. C'est reflux sur reflux et ça remonte jusque dans la gorge et c'est juste infernal. D'ailleurs, désolée, j'en ai là en ce moment même, c'est dégueulasse. Ensuite, autre symptôme. Alors ça, c'est pas vraiment... Enfin, je peux pas parler de symptômes.
j'ai envie d'appeler ça un truc chelou. Des trucs chelous. Il s'est passé plein de trucs chelous en fait. Donc, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais voilà. Vous savez, donc moi j'ai des origines ibériques, donc les poils je connais, j'en ai toujours eu. Mais là, avec cette grossesse, c'est vraiment puissance 10. Donc j'ai des poils. Mais j'ai beau les enlever, utiliser de la cire, l'épilateur, ce que vous voulez. J'enlève, et ça repousse, mais ça repousse un truc de fou. Personne, pareil, ne m'avait dit ça. Alors, je savais qu'on pouvait avoir une grande pilosité, et généralement, on en bénéficie aussi pour les cheveux, parce que les cheveux poussent beaucoup plus. Mais là, c'est de la folie. J'avais déjà eu un peu le problème avec ma fille, mais là, ça atteint vraiment des niveaux incroyables, hein. Vraiment des niveaux incroyables. J'en ai même sur le ventre, chose que je n'avais pas eu pour la première grossesse, mais j'ai du duvet sur le ventre, duvet, joli mot pour ne pas dire poil dégueulasse sur le ventre. Mais bon voilà, j'ai du duvet sur le ventre, c'est comme ça, c'est un fait, il faut que j'accepte, j'ai pas le choix, je dois vivre avec. Si vous aussi vous avez ce problème, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirai moins seule. Alors, concernant la grossesse à Dubaï, c'est très particulier finalement d'être enceinte dans un pays étranger. C'est un petit peu, on va dire que ça rajoute, même si c'est mon deuxième bébé, ça a tendance quand même à me rajouter une petite dose de stress en plus. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on ne connaît pas les protocoles. Et puis, bizarrement, on a toujours tendance à faire plus confiance au système du pays duquel on vient, plus que le pays finalement qui nous accueille actuellement. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai eu un suivi un petit peu en dents de scie pour différentes raisons. Bon, déjà, Covid oblige, ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'il y a eu plein de mesures de protection qui ont été mises en place, et puis j'avais un petit peu peur d'aller à l'hôpital parce que j'avais peur d'attraper quelque chose, etc. Mais bon, toutes ces peurs étaient infondées parce qu'ici, il y a un protocole vraiment très strict, ils font très bien les choses en matière de Covid, et donc il n'y avait vraiment pas de raison de s'inquiéter. Les hôpitaux à Dubaï sont de bons hôpitaux avec de bons médecins globalement. Mais voilà, c'est comme partout, vous pouvez tomber sur des gens bien et vous pouvez tomber sur des gens qui sont moins bien, des médecins qui font très bien leur boulot et d'autres qui font moins bien leur boulot. Et c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu déçue. Donc pour vous expliquer, quand vous êtes expatrié ici, généralement, le premier hôpital qu'on vous recommande, c'est le American Hospital. Donc l'hôpital américain, tout le monde va vous dire oui, c'est le meilleur de Dubaï, machin, etc. Il faut aller là-bas, au moins tu es tranquille, tu sais que tu seras bien soigné, etc. Donc ça dépend déjà pour beaucoup de l'assurance, de savoir si vous avez une assurance qui prend en charge ou pas. Pardon, désolée. Pour savoir si vous avez une assurance qui prend en charge ou pas, parce que les coûts à Dubaï sont quand même très très élevés. Pareil, ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je vous avais faite sur vivre à Dubaï. Je vais essayer de vous remettre le lien de cette vidéo si ça vous intéresse en barre d'infos ou également dans le petit i, donc on verra ça. Mais voilà, le coût de la santé ici est très 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 important et c'est quasi obligatoire d'avoir une assurance. Donc généralement quand vous travaillez ici, vous êtes toujours couvert, ne serait-ce qu'à 80% et éventuellement vous avez 20% à rajouter de votre poche ou vous êtes couvert totalement. Pour ce qui est ensuite de la qualité des soins, il faut savoir qu'ici les hôpitaux n'ont rien à voir avec ce que vous allez trouver en Europe ou ce que même vous pouvez trouver en France. Quand vous rentrez dans un hôpital comme le American Hospital, vous avez vraiment l'impression de rentrer limite dans un hôtel 5 étoiles, tellement c'est beau, tellement c'est propre, tellement ça sent bon. Vous rentrez, vous avez la plupart du temps un pianiste qui joue du piano pour vous dans le hall, vous avez une belle cafétéria, vous avez du marbre au sol et surtout, caractéristique particulière des hôpitaux à Dubaï, vous ne sentez pas l'odeur de l'hôpital, ça ne sent pas l'éther. Voilà, ça sent un parfum délicat, un peu comme ce que vous pouvez sentir dans les centres commerciaux, mais ça ne sent jamais l'éther. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. Donc on va dire que en termes d'atmosphère, c'est hyper agréable parce que voilà, c'est très relaxant. C'est pas du tout un milieu anxiogène ni quoi que ce soit. Et puis voilà, tout ce luxe, ça met, on va dire, à l'aise d'une certaine façon. Mais après, il y a quand même des inconvénients dans le système, des petites choses qui sont un petit peu bizarres ou un peu désagréables.
Pour ce qui est du suivi médical lui-même, il faut savoir des petites choses. Votre gynécologue ne va pas, parce que généralement ils suivent le cursus britannique la plupart du temps, ils ne vont pas forcément pratiquer de toucher vaginal, voilà, ou faire spécialement de swab. Le swab, c'est le frottis, je cherche mes mots en français. Donc ils ne vont pas forcément pratiquer de frottis. Moi je suis, comme je vous ai dit, au début de mon 3e trimestre, et pour le moment, personne, je dis bien personne, ne m'a fait de frottis. Alors, je ne sais pas si c'est normal chez vous, dites-le moi aussi pareil en commentaire, si le frottis n'est pas forcément systématique. Mais moi, je trouve ça très bizarre parce que pour ma première grossesse, je me souviens très bien que j'en avais eu un en début de grossesse et que j'en avais eu un en fin de grossesse. Ici, il semblerait qu'ils le pratiquent plus en fin, mais vraiment en fin de grossesse, genre quand vous êtes à peu près à 37 ou 38 semaines, donc vraiment quand vous êtes sur la fin. Mais voilà, ils n'ont pas ce genre de réflexe. On vous fait seulement une seule prise de sang, alors que moi, par exemple, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose et que je me souviens très bien qu'en France, on nous faisait une prise de sang tous les mois pour vérifier ça. Ici, non, ça n'a pas été le cas. J'ai eu qu'une seule prise de sang. Par contre, on vous fait des analyses d'urine à chaque visite. Et après, pour le reste, concernant les échographies, ça se passe exactement comme en France. Vous avez 3 échographies obligatoires qui sont donc automatiques. Pour ce qui est de l'examen en lui-même, comment est-ce que ça se passe? Donc c'est vous passez entre les mains d'une infirmière qui va prendre vos constantes, qui va prendre votre température, qui va prendre votre tension, qui vous pèse. Et puis finalement vous allez voir le médecin et le médecin c'est très rapide, c'est très rapide, même un peu trop rapide à mon goût. C'est-à-dire que le médecin, en gros, il a les résultats de ce que vous avez pu faire comme test et puis les résultats des constantes et il va vous dire, bon, ben tout va bien, est-ce que vous avez des questions? Bon, ok, plus de questions, merci, au revoir. Peut-être que j'exagère, peut-être que je suis mal tombée, mais moi, en tout cas, j'ai eu 2 gynécologues différents dans cet hôpital et dans les 2 cas, j'ai eu l'impression que c'était quand même grosso modo très bâclé et j'ai pas eu cette impression d'écoute finalement qu'on a de la part de nos gynécologues ou de nos sages-femmes en France. Et voilà, donc après je pense que ça dépend, c'est peut-être au cas par cas, je vais pas généraliser, je vais pas dire que tous les médecins sont comme ça à Dubaï, mais j'en ai parlé là dernièrement pareil avec une copine que j'ai rencontrée dans un hôpital dernièrement que j'ai visité, enfin une maternité que j'ai visitée. Et elle a eu exactement le même ressenti que moi et elle m'a dit que pareil, elle avait une gynécologue qui était assez sèche et que avant ça, elle était avec une gynécologue qui avait tendance également pareil à faire des mini rendez-vous et où elle se sentait un peu bâclée. Et c'est vraiment le truc désagréable, on va dire, qui pour moi ressort à Dubaï. Et je parle pas là pour le coup que de maternité, je parle aussi d'autres types de soins parce que j'ai eu à subir d'autres types de soins parce que j'ai d'autres problèmes de santé, voilà. Et c'est vrai que la prise en charge parfois laisse un peu pantoise. Parce que finalement, ce que vous voyez, ce sont des infirmiers, voilà, des infirmiers qui vont s'occuper de vous. Et puis vous voyez le médecin, mais c'est très bref. Et puis après, au niveau des soins, ben, c'est pas toujours ça. Au niveau du suivi, c'est pas toujours ça. Et au niveau de l'humanité, c'est pas toujours ça. Les entrevues sont très brefs et vous avez vraiment l'impression que vous avez un rendez-vous et que ce rendez-vous, ben, il dure 5 minutes, montre en main, et que vous êtes littéralement bâclé. Et puis après ça, on vous dit merci, au revoir, la caisse c'est par là. Voilà. Donc ça, c'est le sentiment après, finalement, que vous gardez un petit peu à chaque fois que vous sortez de ces hôpitaux ou de ces cliniques, c'est que vous avez l'impression d'être des machines à cash. Voilà. Après, tout n'est pas négatif, les maternités sont quand même bien, les chambres sont top, on ne va pas se mentir. Côté infrastructure, vous serez très à l'aise. Il faut savoir que les séjours ici en maternité ne durent pas aussi longtemps qu'en France, parce que forcément ils doivent privilégier un grand turnover. Donc quand vous allez à la maternité généralement et que la grossesse se passe bien, vous restez 2 jours sur place. Quand par contre ça se passe de manière un peu plus compliquée ou que vous avez une césarienne, il faut compter 3 à 5 jours. Autre petite particularité également sur les naissances à Dubaï, il est interdit d'accoucher à la maison. Donc ils ont beau avoir emprunté beaucoup du système britannique, que ce soit dans la façon de traiter le suivi
ou même dans leur type d'approche de manière globale. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, sûrement, il est interdit de voilà, d'accoucher à la maison. Ça se répand de plus en plus dans beaucoup de pays, notamment en France, en Angleterre et autres. Mais à Dubaï, vous êtes obligé d'accoucher dans un hôpital ou dans une clinique. Il faut savoir qu'ils sont pro-allaitement, vraiment, vraiment pro-allaitement. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais vous dire une bêtise, mais je crois qu'il y avait une loi qui était sortie ici pas pour forcer, mais pour faire en sorte en fait que l'on pousse les mères le plus possible à allaiter. Donc, ils sont quand même assez sérieux sur la question. Maintenant, après, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de donner un biberon à votre enfant, vous pouvez donner un biberon à votre enfant. Il n'y aura personne pour venir vérifier de toute façon. Mais je crois qu'il y a une loi en matière d'allaitement dans ce pays. Donc, ils sont pro-allaitement et ils sont pro-accouchement naturel. Maintenant, ne paniquez pas. C'est pas parce qu'ils sont pro-accouchement naturel que ça veut dire qu'ils vont forcer à avoir un accouchement naturel. Vous avez la possibilité d'avoir recours à des épidurales et à d'autres types de pain relief, mais enfin de médication. Mais c'est pas là aussi c'est un petit peu différent de ce que nous on va trouver en France. C'est-à-dire que par exemple concernant les autres types de médications, vous avez le gaz, donc il y a un nom pour ça, je vais vous le noter parce que je ne l'ai pas retenu, mais il y a un nom pour ça. Voilà, vous avez la possibilité donc d'avoir un gaz qui va vous aider un petit peu à gérer les contractions, et puis vous avez également la possibilité d'avoir d'autres types de drogues, entre guillemets. Je vous mettrai également les noms pour celles et ceux qui sont intéressés, et qui sont en fait des antidouleurs qui sont proches de la morphine. Et là par contre, bon, il faut bien se renseigner parce que sur les brochures de toute façon ils ne vous le cachent pas, mais ça peut avoir des effets sur vous et ça peut avoir des effets sur le bébé, donc moi je trouve que c'est pas top, mais ce n'est que mon avis personnel bien sûr. Et ensuite vous avez l'épidurale, et ensuite ils peuvent également vous inciter à choisir des méthodes pour calmer les douleurs un peu différentes, du style la sophrologie ou encore la naturopathie avec les huiles essentielles, ou encore le massage pratiqué par votre compagnon. Et quelque chose qui est fortement plébiscité, le bain, et voilà, donc le fait de faire son travail dans l'eau ou même d'accoucher dans l'eau, c'est quelque chose qui est assez plébiscité, du moins par ma maternité, parce que ma maternité en fait est la première à l'avoir proposé aux Émirats. Donc voilà, c'est leur truc, et c'est très bien comme ça. En tout cas, moi ça m'arrange parce que c'est mon projet de naissance. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit concernant le suivi à Dubaï. Sinon, la grossesse se passe plutôt bien, je suis assez contente, fatiguée, mais c'est aussi parce que j'ai un petit toddler de 2 ans et demi et que c'est pas évident. Et puis l'autre chose dont j'ai plus souffert, on va dire, c'est la chaleur. Ça, c'est un truc aussi à prendre en compte si vous êtes enceinte ici. Si vous êtes enceinte en été, c'est vraiment une tannée, parce que déjà, de manière générale, la chaleur à Dubaï, c'est quand même quelque chose de particulièrement désagréable. Mais quand ça dure, voilà, quand ça dure 6 mois et que vous êtes à 45 degrés tous les jours minimum, ressenti 50 et quelques, et que vous êtes enceinte, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Donc là, je commence à être un peu mieux parce que les températures commencent à descendre. Et heureusement, le temps que Babychou vienne au monde, les températures seront acceptables. Donc voilà. Donc c'est bon, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et même de vous donner des conseils si jamais vous êtes de passage ici. Et voilà, si vous avez envie de parler d'autre chose, n'hésitez pas aussi à venir m'en parler en commentaire, message ou autre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like pour m'encourager, parce que c'est très dur d'avoir de la visibilité sur YouTube et d'avoir un retour qui nous laisse penser à ce qu'on fait bien ou moins bien. Donc n'hésitez pas à liker pour le faire savoir, pour me le faire savoir. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre, abonnez-vous pour ne rien louper des futures vidéos, des futurs contenus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao, à bientôt sur la chaîne. Hey, désolée les amis, j'allais vous laisser sans vous montrer
Un truc assez important quand même pour ce type de vidéo, je ne vous ai pas montré mon bidou. Donc avant de vous laisser, je vais vous montrer mon bidou. Donc voilà, hop, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Donc si vous avez vu la vidéo sur le premier trimestre, ça ne vous aura pas échappé. J'ai pris du volume, et pas que du volume, j'ai pris aussi du poids. Voilà. Donc cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne. Je vous laisse sur ces images. Prenez soin de vous, ciao, bye.